Ils descendent par milliers, ceux qui vont sur cette terre lutter pour le vrai réveil. Il faut croire ce que l'on dit, ne lier que si l'on agit, être brave et être fier pour gagner son vrai réveil. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission très spéciale de Brochu en direct où j'ai l'immense privilège de recevoir à l'émission le colonel Douglas McGregor et Éric Dénessé. Cette rencontre a été rendue possible grâce à la participation du général français Dominique Delaware qu'on tient à remercier. Un honneur aussi pour le Québec de servir de pont entre la France et les États-Unis. La France qui nous lie par la culture et les États-Unis qui nous lient par la géographie. Merci à nos deux experts de la géopolitique d'avoir accepté cette invitation, de faire profiter à notre auditoire leur analyse sur le conflit en Ukraine. Sans plus tarder, je passe la parole au capitaine français Pierre Place. Capitaine, bonjour. Oui, bonjour Carl, je salue nos auditeurs et pour ne pas perdre de temps, nous allons immédiatement introduire Monsieur Dénessé en langue française. Voilà, Monsieur Dénessé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'était un honneur. Nous suivons vos travaux depuis longtemps et nous sommes très heureux que vous puissiez intervenir. Alors, je vais vous demander tout de suite, très rapidement, pour nos auditeurs, de vous présenter parce que vous avez un CV qui est assez épais et donc je préfère que vous choisissiez vous-même les thèmes que vous souhaitez aborder concernant votre biographie. Bon, écoutez, merci de votre invitation. Merci à Monsieur Trochu également et au général Delaware. En quelques mots, je suis un ancien analyste du renseignement naval. J'ai servi comme officier de marine sur la fin de la guerre froide, où je m'occupais essentiellement du sud-est asiatique. J'ai eu l'occasion de travailler dans les maquis, aussi bien en Cambodge qu'en Birmanie. Et après avoir quitté la marine, je me suis spécialisé en renseignement économique, c'est-à-dire que nous travaillons vraiment en contre-espionnage et en recherche de l'information. Et puis, au début des années 2000, nous avons créé le Centre français de recherche sur le renseignement, qui a maintenant 23 ans, dont le but est d'expliquer dans le monde francophone et en particulier la population française, le rôle important du renseignement dans une démocratie, le fonctionnement des services, et puis bien sûr d'analyser les grandes crises internationales. Voilà en quelques mots. Bon, écoutez, très bien. Donc, vous êtes vraiment l'expert français, parmi les experts français les plus compétents pour analyser précisément la crise qui nous préoccupe tous actuellement, qui est la crise ukrainienne, et dont va nous parler justement le colonel McGregor, dont Hi, sir, very honored to welcome you today on Radio Afrocité. First of all, I will ask you to introduce yourself because our audience, which is mainly French speaking, do not know you as well as we do. I am a retired Army colonel. Je suis un colonel de l'armée de terre à la retraite. J'ai servi pendant 28 ans et j'ai une grande expérience au sein de l'OTAN où j'ai dirigé durant ma dernière affectation les opérations combinées dans les Balkans en 1990, 98, 99 et 2000. Et plus récemment, j'ai servi comme conseiller spécial auprès du secrétaire à la défense en exercice à la fin du mandat du président. Donc, Monsieur Dénessé, on va parler tout de suite donc de la crise ukrainienne. Donc en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est une sorte de point de situation. Donc aujourd'hui, à votre avis, quelle est la situation militaire dans l'est de l'Ukraine? In the summer of 2022. Durant l'été 2022, les autorités russes ont estimé qu'elles auraient besoin de moyens plus importants et plus aguerris que ceux qui étaient déployés jusqu'alors, et en conséquence, tout le dispositif russe en Ukraine orientale est passé en mode défensif. Il s'agit là d'une mesure d'économie de moyens destinée à renforcer le contrôle du terrain que les forces russes avaient conquis dans l'est de l'Ukraine.
Depuis, les Russes ont mobilisé plus de 300 000 réservistes supplémentaires, alors qu'ils avaient déjà eu plus de 80 000 volontaires, et l'augmentation de personnel qui en a résulté a désormais atteint un effectif d'environ 540 000 hommes à l'intérieur et autour de l'Ukraine, avec un renfort additionnel de 150 000 hommes dans l'ouest de la Russie et en Biélorussie. Toutefois, malgré leur volonté de lancer une offensive au plus tôt, le sol n'a pas gelé cet hiver en Ukraine orientale et le tchernosium, la terre noire, qui peut atteindre presque partout de 3 à 5 mètres de profondeur, n'a jamais été suffisamment consistant pour permettre la manœuvre de forces importantes. Actuellement, c'est devenu de la boue, au pire sens du terme, ce qui rend des opérations offensives d'envergure virtuellement impossibles pour les deux camps. Malgré tout, les Ukrainiens ont sacrifié des dizaines de milliers de combattants dans d'inutiles assauts contre les unités russes dans l'est de l'Ukraine et en retour, les Russes ont initialement anéanti ces contre-attaques pour en outre progresser par la suite afin de s'emparer de zones clés en Ukraine orientale en prévision d'une offensive ultérieure comme nous avons pu le constater à Bakhmut et ailleurs sur près de 260 km de front. À présent, les Ukrainiens touchent le front, ils ont consenti d'énormes pertes, ils font face à un déficit d'effectifs et de munitions, ils ne peuvent pas s'adapter facilement et suffisamment vite à de nouveaux matériels afin de les servir avec succès au combat. Et je pense que nous continuerons à avoir d'autres actions de la part des Russes probablement d'ici les mois de mai ou juin, date à laquelle nous assisterons à une grosse offensive conçue dans l'espoir du point de vue des Russes de prendre le contrôle de la totalité de l'Ukraine orientale et de forcer l'Occident et le gouvernement ukrainien à négocier. Je partage évidemment l'analyse du colonel MacGregor. J'ajouterai quand même un point parce que il faut savoir que lorsqu'on est analyste, comme je le suis, on ne travaille qu'avec les informations auxquelles on peut accéder. Et aujourd'hui, ce conflit ukrainien nous donne l'occasion finalement de voir une désinformation très importante des deux côtés et paradoxalement des dizaines d'analystes qui prennent la parole sans avoir des éléments très tangibles. Or, effectivement, on voit très bien en ce moment qu'il y a un ralentissement de la vitesse de l'affrontement, à la fois parce que, comme le disait le colonel MacGregor, les Russes sont rentrés dans une véritable logique d'élimination et de destruction de l'armée ukrainienne, et que de l'autre côté, on cherche à tout prix à mener des offensives pour maintenir le soutien que l'Occident apporte à Kiev. Donc on est autant sur des logiques politiques que sur des logiques militaires, et je pense qu'il est important de faire cette différence quand on analyse le conflit. Au-delà de ça, il faut dire qu'on passe tous beaucoup de temps à essayer de distinguer les bonnes informations des fausses avec des discours très anti-russes qui ont tendance à expliquer que l'armée russe n'a connu que des échecs depuis le début, et puis certains discours pro-russes également qui voudraient nous faire croire que tout cela n'a été qu'une grande série de victoires. Indéniablement, aujourd'hui, le bilan est plutôt favorable aux Russes. Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible autour de cela, même si certains veulent le présenter le contraire. Et effectivement, il sera important de voir dans les 3 à 4 mois qui viennent quelles vont être les décisions qui vont être prises. Est-ce que ce conflit va pouvoir enfin se débloquer ou est-ce qu'on va rester dans une situation de blocage comme aujourd'hui qui devra un jour ou l'autre conduire à des négociations? Merci. Donc, la seconde question que nous aurions voulu vous poser, alors d'abord à M. Dénessé, en français, quels sont, à votre avis, les objectifs de Washington en Ukraine? I think Washington is somewhat confused on that point. Je pense que Washington est quelque peu confus sur ce point. Il est clair qu'ils ont tenu d'emblée à un certain nombre de propos très agressifs et à mon avis irréfléchis, y compris les velléités de changement de régime évoquées par le président Biden lorsqu'il était en Pologne en mars, ainsi que l'exigence de retrait complet des forces russes avant toute reprise de pourparlers pouvant mettre fin à cette guerre. Cela exhume un autre problème plus profond dont je présume vos auditeurs doivent être conscients mais dont ils n'ont guère entendu parler, à savoir qu'aux États-Unis, il y a un énorme fossé entre le peuple et Washington et où l'on est résolument décidé à maintenir autant que possible une suprématie militaire globale. Et là maintenant,
la cible de cette hégémonie militaire mondiale, c'est la Russie, avec la Chine immédiatement après. Tandis que la population, qui aspire seulement à former une société tournée vers un marché ouvert au commerce avec tous les autres pays, est parfaitement hostile à un conflit majeur avec une quelconque puissance de la planète, ici à cet instant. Et il faut ajouter à cela une très grave crise économique, des difficultés financières qui ne font qu'empirer chaque jour. Ainsi, le gouvernement lui-même ne peut pas se sortir d'une série de remarques politiques stupides et reste soumis à des buts et des objectifs inaccessibles, tandis qu'en interne, nous dirigeons probablement vers une récession économique très sévère. Et alors que cette société est divisée et résolument hostile à la guerre, il se peut qu'à ce stade, la seule chose qui rassemble la plupart des Américains soit leur opposition à la guerre. Oui, pour moi, je dirais que les objectifs américains sont à la fois confus et évolutifs et qu'ils relèvent autant, en tout cas au début du conflit, de la politique intérieure aujourd'hui que des questions de politique extérieure. Alors, confus pour quelle raison? C'est d'ailleurs ce qui est ressenti assez fortement côté russe quand on essaie d'échanger avec Moscou. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs centres de pouvoir qui aujourd'hui aux États-Unis contribuent à la politique et qui s'équilibrent les uns les autres et parfois se neutralisent. Bien sûr, la Maison-Blanche d'une part, son entourage de néoconservateurs avec Victoria Nuland, avec le conseiller à la sécurité nationale, avec Anthony Blinken, le département d'État, mais également le Pentagone d'autre part, la CIA sur un troisième point. Et ceci est un facteur d'instabilité pour le conflit parce que côté russe, on a pris l'habitude pendant la guerre froide et dans les années qui ont suivi, d'avoir un seul centre de décision à Washington. Or, aujourd'hui, cette confusion pose un problème de lecture et finalement génère énormément d'incertitudes qui a tendance à pousser les Russes à être de plus en plus méfiants des décisions qui sont prises par l'un ou l'autre acteur à Washington. Ensuite, ces objectifs sont évolutifs. Il faut rappeler qu'au début du conflit, le président Biden était très embêté par le blocage des lois de finances que lui imposait le Congrès. Il était en permanence obligé de négocier des budgets de trimestre en trimestre et le fait de pousser à une crise majeure avec l'Ukraine lui facilitait sa politique puisqu'on sait très bien qu'aux États-Unis, lorsqu'on est en situation de guerre ou de quasi-guerre, le président de la République peut faire voter des budgets sans l'aval du Congrès. Et ensuite, bien sûr, cette situation de tension allait dans le sens de ce que souhaitait le Pentagone, qui avait besoin absolument d'avoir des engagements de dépenses sur plusieurs années pour renouveler ses stocks de matériel. Et puis, dès que ce point a été atteint avec l'invasion russe qui a été bien sûr en très grande partie provoquée, eh bien les objectifs américains ont changé par l'échec partiel de leur stratégie, puisqu'ils pensaient que la Russie allait s'écrouler beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, on est rentré pour les États-Unis dans une guerre existentielle, parce que les Russes, avec le soutien des BRICS, de la Chine et de leurs autres partenaires, sont en train de créer un deuxième système monétaire international. Et ça, c'est une attaque terrible pour le dollar et pour la supériorité hégémonique qu'essaient d'imposer les Américains au monde. Troisième question que nous souhaitions aborder. Est-ce que, de votre point de vue, la cause, entre guillemets, de la Russie vous paraît juste? Oui, j'estime que la cause russe est profondément juste. Nous devons revenir en arrière et comprendre qu'au tout début de l'effondrement de l'Union soviétique, nous avions fait une série de promesses aux dirigeants soviétiques, à Gorbatchev et à Yeltsin, son successeur, selon lesquelles nous n'avancerions pas les frontières de l'OTAN plus à l'est. Manifestement, cette promesse a été simplement bafouée lorsque l'administration Clinton a décidé, pour des raisons de politique intérieure, qu'il serait judicieux de rattacher la Pologne et les pays baltes aux autres lobbies nationaux. À nouveau, les Russes ont protesté, mais ils n'ont pas menacé et n'ont montré aucune volonté de se défendre. Ils ont seulement exprimé leur déception. Ensuite, dans la déclaration de Bucarest en 2008, avec nos alliés de l'OTAN, nous avons insisté pour que la Russie admette que l'Ukraine et la Géorgie puissent finalement devenir membres de l'OTAN. À l'évidence, c'était tout à fait intolérable pour la Russie, car cela signifiait qu'elle aurait désormais des frontières communes avec les États de l'OTAN.
ayant, il faut bien dire, un passé pour le moins hostile envers la Russie, et cela les préoccupait réellement. En 2014, nous avons fomenté un coup d'État qui a installé à Kiev un gouvernement très hostile à Moscou. Face à une telle situation, les Russes ne pouvaient pas rester sans rien faire, car ils étaient convaincus, et de façon tout à fait fondée, je dois bien le dire, que la Crimée, qui historiquement n'avait jamais fait partie de l'Ukraine, allait sûrement devenir une base navale des alliés de l'OTAN et des États-Unis, une base navale étrangère en mer Noire sur la péninsule de Crimée, la dernière chose que les Russes auraient pu tolérer. Nous avons prétendu que leurs actions étaient illégales, nous avons refusé d'écouter les arguments russes, et je pense que la suite de cette histoire occulte le fait que presque immédiatement, nous avons commencé à bâtir une force armée ukrainienne avec d'énormes quantités d'argent, de matériel et de conseillers. Et en même temps, à l'Est, nous avons poussé le gouvernement ukrainien à attaquer Lugansk et Donetsk, qu'en Occident, nous appellerions deux républiques semi-autonomes, ostensiblement russes. Tout le monde y parlait russe. Et bien entendu, ils en ont rajouté en termes de politique anti-russe, avec pour résultat que les Russes vivant en Ukraine, ce qui inclut près du tiers de la population, étaient quasiment traités comme des citoyens, soit citoyens de seconde ou troisième classe, tant au quotidien que devant les tribunaux. Et nous avons ignoré toutes ces violations des droits de l'homme et méprisé toutes les doléances russes. Ensuite, nous avons eu les accords de Minsk dont le président Poutine et ses collègues ont vraiment cru qu'il s'agissait d'une tentative sérieuse de régler certaines des questions qu'ils avaient soulevées. Il s'avère qu'ils ont été trompés car désormais nous savons par la chancelière Angela Merkel que l'accord de Minsk n'était qu'une manœuvre de diversion pour abuser les Russes et gagner des délais afin d'achever la refonte des armées de Kiev en Ukraine orientale. Entre-temps, on arrive en 2020-2021 avec ce nouveau président Zelensky dont l'élection a été orchestrée par l'oligarque le plus puissant d'Ukraine, Igor Kolomoïsky. Poutine a dit que nous voulions la guerre et nous avons commencé à penser à la Russie en termes de conflit que nous avons cru pouvoir gérer en fonction du fait que, selon notre logique et nos évaluations, la Russie semblait faible sur le plan économique, social et militaire. Inutile de s'attarder trop longtemps là-dessus, mais il faut se souvenir qu'environ 14 000 personnes ont été tuées entre 2014 et 2022, quand les Russes sont finalement intervenus avec une force remarquablement modeste dans le but, je pense, de nous insister à négocier tout en soulignant la gravité des enjeux pour eux. Donc oui, je crois que la cause des Russes est juste et qu'au lieu de les bafouer, de les déverser des tombereaux d'insanité contre eux, nous devrions les écouter. Or, nous ne l'avons jamais fait et à ce stade, à Washington, il ne semble pas y avoir de volonté d'écouter ce qu'ils disent. Monsieur Dénessé ? Oui, je crois qu'il est important de rappeler que pendant 30 ans, nous n'avons cessé de bafouer les Russes et leurs intérêts. Alors, nul n'oublie ici ce qu'a été la fin de la guerre froide et le fait que nous, Occidentaux, nous ayons pu, avec l'appui des Américains, lutter contre ce totalitarisme et l'expansion de la révolution et de la dictature prolétarienne. Mais ça, c'est une chose. Il faut rappeler ce qui s'est passé à partir de 1989 et de 1990 et de 1991. À cette période, les Russes ont réussi à démanteler volontairement leur empire, en donnant l'indépendance à tous les anciennes républiques, en permettant aux anciens pays du pacte de Varsovie de rejoindre la sphère européenne et libérale. Et tout ça s'est produit sans qu'aucun incident n'intervienne. Les Russes sont les premiers à le dire. Nous avons rapatrié nos armements nucléaires sans qu'il y ait la moindre fuite dans la nature. Nous avons rapatrié l'ensemble de nos forces. Il faut rappeler que les Russes, à partir du début des années 90, sont très largement ouverts leur pays. Il y avait des gens du FBI au sein de la police et de la milice à Moscou. Il y avait des économistes américains qui étaient présents sur place pour restructurer l'économie russe. Il y avait aussi toute une série de militaires américains et occidentaux pour suivre le démantèlement et le rapatriement des armes nucléaires. Donc les Russes, quoi qu'on en dise, ont joué le jeu, on ne peut pas leur faire ce reproche. Et depuis, nous n'avons cessé de bafouer leurs intérêts et à chaque fois que des promesses ont été faites, elles ont été quasiment aussitôt trahies. Donc il arrive un moment ou si vous voulez, un petit peu comme après 1918, lorsque on agit de cette manière, on crée au sens propre les conditions d'une guerre future. Et si je devais prendre une métaphore, le fait d'agiter un chiffon rouge devant un taureau n'amène rarement le taureau à rester dans son enclos. Et donc c'est ce qui s'est passé à travers les événements qui ont eu lieu
bien sûr dès la fin de la guerre froide, mais surtout à partir de 2014. Et je me souviens d'une discussion avec un ancien officier du KGB à la fin de la guerre froide, lorsque nous avions établi les premiers échanges entre la CIA, le KGB et les services français. Cet officier m'avait dit « Faites attention, ne nous traitez pas comme les Allemands de 1945. Nous ne sommes pas des vaincus. Les chars américains ne sont pas rentrés à Moscou. Nous avons l'Union soviétique et son système se sont écroulés, mais la Russie est là. Et si vous nous traitez comme des vaincus, eh bien, il y aura un champ retour qui sera très violent. Et malheureusement, nos amis américains n'ont cessé d'être dans cette position de traiter les Russes comme des vaincus. Et à partir de 2014, on fait quelque chose qui est à mon sens encore beaucoup plus important. Nous avons littéralement bafoué nos valeurs en soutenant un coup d'État en Ukraine dont le président avait été élu de manière légal, même si Yanukovych était un homme corrompu, mais qui ne l'est pas en Ukraine, en tout cas surtout pas Zelensky ni Kolomoïski. Nous avons soutenu un coup d'État qui a renversé un président de la République qui avait été légalement élu avec des représentants de l'OSCE sur place. Et donc tout ça a créé les conditions pour que les Russes entrent en jeu. Et d'une certaine manière, je crois qu'il faut le dire, l'intervention russe est légitime. Bien sûr, on est toujours tenté de la comparer à ce qui s'est passé en 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'auraient fait les Américains dans la même situation si un régime hostile s'était installé au Mexique ou au Canada? Je crois que nous avons tous la réponse. À votre avis, pourquoi donc les dirigeants européens ont-ils soutenu cette guerre par procuration de Washington contre la Russie? Peut-être est-ce là la question la plus importante qui se pose à cet instant. Alors, j'espère qu'on va tous y réfléchir. Il faut y répondre. D'abord, je veux rappeler à tous vos auditeurs ce qu'avait dit le général de Gaulle et qui aujourd'hui me paraît toujours aussi vrai que lorsqu'il l'a dit, à savoir que la Grande-Bretagne est unie et que les Américains sont en France. C'est-à-dire que les Européens qui vivent en Europe continentale doivent vraiment gérer leurs propres affaires. Ils doivent s'affirmer. Et je pense que si vos leaders à Berlin, à Paris et les autres capitales d'Europe ne s'imposent pas ensemble, il sera très difficile de mettre fin à cette guerre avant que la nation et l'État ukrainien ne soient totalement détruits, car je ne vois aucune volonté américaine de le faire. Alors, pourquoi d'autres dirigeants européens nous ont-ils suivis? Je pense que c'est à cause de l'idéologie mortifère du libéralisme apatride que nous appelons maintenant mondialisme, et que la croyance que tout ce que nous faisons en Occident, à Washington ou avec nos alliés, est d'une façon ou d'une autre moralement justifié, quelles que soient les circonstances, et que nous avons une sorte d'impératif moral qui nous pousse à détruire la Russie, qui reste un État indépendant reposant sur les bases du christianisme orthodoxe et de l'ethnie russe. Quoique nous sachions que la Russie est multinationale et multiculturelle par essence, nous la considérons néanmoins comme le dernier État refusant de s'excuser pour son histoire, ses origines, sa culture et son identité. Je ne pense pas que la plupart des Européens aient de la difficulté avec cela. Je pourrais me tromper, mais je pense pas qu'ils le fassent. Je sais que la plupart des Américains ne le font pas, mais tout comme nous sommes attaqués ici aux États-Unis par cette administration pour notre identité culturelle, notre langue, notre histoire, nos institutions, il y a aussi beaucoup de gens en Europe. Et je pense que si les Européens regardent cette lentille particulière, ce prisme particulier que je viens de décrire, ils peuvent s'interroger sur la validité de ce que nous essayons de faire en Ukraine. En passant, les Ukrainiens ne comprennent pas la guerre qu'on les pousse à faire parce que on leur a dit de voir la Russie à travers le prisme soviétique. C'est le mauvais prisme. Again, unfortunately, that's going to have to be the lead that Europe takes, because I do not see any evidence for anyone doing that in Washington, D.C.
Oui, la raison pour laquelle les dirigeants européens ont suivi la politique américaine, elle est double. D'une part, c'est une vraie victoire des États-Unis qui, depuis longtemps, ont réussi par la culture, par le cinéma, par l'économie, à imposer leur vision en Europe. Et ça, on ne peut pas leur reprocher aux États-Unis de défendre leurs intérêts. Notamment, ils ont réussi à convaincre de leur position, de la justesse de ce qu'ils considèrent leur point de vue à travers des opérations comme les Young Leaders et de très nombreuses autres opérations d'influence culturelle. Et puis d'autre part, il faut aussi dire que nous avons des dirigeants européens de plus en plus médiocres depuis une vingtaine d'années. On est très loin de la génération des De Gaulle et Adenauer. Les dirigeants actuels sont de plus en plus inféodés à des idéaux américains. Et je dirais que finalement, on parle souvent de l'Europe des 27, mais je crois qu'il faut parler de l'Europe des 28. Le 28e État européen, c'est la technocratie bruxelloise, parce qu'on a là une couche par-dessus tous les États d'individus qui sont de plus en plus anationaux, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme européens, comme membres d'un club, et ils ne représentent plus véritablement les intérêts des nations qu'ils étaient chargés de représenter. Et c'est de plus en plus cette couche du 28e État virtuel, si je puis dire, qui aujourd'hui est en train d'orienter non seulement la politique de l'Union européenne et la politique des différents États. Et bien sûr, il y avait 3 États dans cette Union européenne qui pouvaient faire quelque chose. Les Anglais qui l'ont quitté, et d'ailleurs, là aussi, les Anglais jouent une stratégie personnelle qui va tout à fait dans le sens de ce qu'ils souhaitaient. Et puis, il y avait la France et l'Allemagne. La France, depuis une vingtaine d'années, en tout cas depuis les événements de 2003, n'a quasiment plus de politique étrangère souveraine digne de ce nom. On l'a vu récemment, notamment avec l'alignement du président Macron sur les positions des États-Unis et de l'Europe. Et puis, il y a un État qui est encore beaucoup plus décevant, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui joue un rôle central sur un plan économique et politique en Europe, qui a été victime d'une véritable agression de son allié américain avec les destructions des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et qui s'est littéralement couché. Donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir une réaction européenne, vu leur alignement sur les positions américaines. Je mets de côté les autres petits États européens, notamment les Scandinaves, les pays du Benelux, qui, eux, ont depuis très longtemps abdiqué toute souveraineté et comptent bien sûr sur nos amis américains pour assurer leur défense et conduire leur politique étrangère. Effectivement, c'était édifiant. Donc, dernière question que je pose donc d'abord en français. À votre avis, donc, comment cette guerre pourrait-elle se terminer? Je pense que les Russes ont compris qu'ils n'ont personne avec qui négocier. Et dans ces conditions, pour finir cette guerre, ils devront opter pour la solution militaire. La première phase consistera certainement à renforcer leur contrôle sur l'Ukraine orientale, jusqu'au Dniepr et jusqu'aux portes de Kiev. À ce moment-là, je pense qu'ils envisageront de reprendre le dialogue, mais en l'absence de tout négociateur, ils traverseront le fleuve et si nécessaire, ils iront jusqu'à la frontière polonaise. Et cela parce que, du point de vue des Russes, il n'y a aucune raison pour qu'ils croient encore ce que nous leur disons à Washington. Nous leur avons déjà raconté des histoires, nous leur avons fait des serments, mais nous n'avons pas tenu nos promesses et nous leur avons effectivement menti. Les Russes savent maintenant qu'ils ont été trompés à la fois par le président Macron et Angela Merkel, et dans ces conditions, ils n'ont plus aucune raison de nous croire. Donc, du point de vue de Moscou, je ne vois pas d'autre moyen pour que cela se termine, à part finir le job en allant jusqu'à la frontière polonaise. Cela dit, si j'envisage que le point de vue purement stratégique, je pense qu'il pourrait être nécessaire, intéressant bien sûr, d'assurer la neutralité de l'Ukraine et d'en faire un tampon bien confortable, afin de rassurer les deux parties, la Russie et l'OTAN. Mais mon avis est minoritaire. À ce stade, je n'ai aucune idée de ce que pensent les Européens, mais au vu des circonstances, c'est ce que je peux pronostiquer. Maintenant, il y a une menace dont j'ai longuement parlé, à savoir que d'aucuns à Washington, à Varsovie et peut-être à Londres peuvent décider de lancer une coalition de volontaires d'une certaine ampleur
en Ukraine occidentale, quand le gouvernement ukrainien sera sur le point de s'effondrer et que les Russes progresseront à l'ouest. Je pense que ce serait une effroyable erreur qui pourrait déclencher toutes sortes de conséquences et de dangers imprévus. J'espère que cela ne se produira pas, mais je crains que cette idée soit toujours d'actualité, malgré le fait que, dans la durée, nous ne soyons absolument pas capables d'affronter la Russie, ni toute autre grande puissance d'ailleurs. Mais il y a un vrai risque qui, aussi terrifiant que ça paraisse, ouvrirait la boîte de Pandore et conduirait donc à toutes sortes de possibilités. Oui, il est toujours difficile de faire des pronostics, surtout en matière militaire. En tout cas, on peut au moins énoncer un certain nombre de choses qui, à mon sens, ne se produiront pas. La première, c'est que la Russie ne peut pas perdre. Non seulement parce qu'elle ne veut pas perdre et qu'elle est dans une guerre existentielle, et puis surtout que ses alliés, et notamment la Chine, sur un plan international, ne peut pas accepter que la Russie perde aujourd'hui dans la confrontation stratégique qu'elle a avec les États-Unis. Les Chinois sont pour l'instant très réservés et très prudents sur l'aide qu'ils apportent à Moscou, mais dès lors que Moscou se verrait menacé, ce qui à mon sens n'arrivera pas, les Chinois l'appuieront fortement pour que la Russie ne perde pas de cette guerre. Deuxième aspect, il est tout à fait illusoire de penser que la Crimée et les républiques du Donbass puissent un jour revenir à l'Ukraine. D'abord parce qu'il n'y a pas de légitimité, ce sont des zones russophones qui historiquement ont toujours appartenu à la Russie. Donc c'est le deuxième aspect. Soit on continue un combat de lenteur, d'écrasement des forces ukrainiennes par l'artillerie et les Russes en resteront là, en contrôlant les zones qu'ils auront reconquises, soit effectivement une offensive plus importante pourrait avoir lieu. Ce qui me semble aujourd'hui important sur un plan stratégique, c'est que finalement, c'est de dire qu'il y a deux États qui sont à demi victorieux. D'une part, les Américains, puisque même s'ils n'ont pas réussi à obtenir l'effet qu'ils souhaitaient en affaiblissant la Russie, ils ont réussi à totalement vassaliser l'Union européenne, donc c'est pour eux une victoire. Par contre, leur stratégie se révèle être un échec en ce qui concerne le dollar et l'affaiblissement de Moscou. De l'autre côté, les Russes ont réussi à imposer leur politique en prenant une partie de l'Ukraine pour montrer qu'ils étaient déterminés à assurer leur sécurité. Ils ont réussi également à réunir autour d'eux la Chine et les BRICS. Malheureusement, leur image dans le monde occidental en souffre énormément, donc c'est aussi d'une certaine manière une demi-victoire. Et puis ensuite, il y a les Européens et les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens ont ceux qui ont tout perdu, et notamment grâce à la responsabilité de leurs dirigeants et Zelensky en premier lieu. Et puis nous autres Européens, nous sommes aussi à un degré moindre les dindons de la farce de cette opération, puisque nous n'avions rien à y gagner, nous avions tout à y perdre. Et aujourd'hui, notre économie est touchée, nos activités industrielles sont totalement à reconstruire. Même sur le plan militaire, nous allons devenir de plus en plus dépendants des Américains. Donc c'est un bilan qui est extrêmement négatif pour l'Europe et bien évidemment pour l'Ukraine. Alors, je n'oublie pas au passage les populations innocentes d'Ukraine qui n'ont pas toujours soutenu le régime Zelensky lorsqu'il se livrait à des actes barbares dans le Donbass et qui aujourd'hui ont à souffrir des décisions que prend leur régime et se trouvent malheureusement sous les bombardements. Mais au-delà de la compassion qu'on doit avoir pour cette partie du peuple, je n'oublie pas non plus que toute une série d'extrémistes n'ont cessé depuis 2014 d'encourager l'offensive contre le Donbass et les frappes contre les populations civiles qui s'y trouvaient. Écoutez, merci. Donc, nous accueillons le général Delawarde, grâce à qui nous avons pu vous inviter, vous, Monsieur Dénessé, et le colonel MacGregor, et donc, qui puisqu'il connaît très bien le colonel MacGregor, va peut-être proposer un dernier échange en guise de conclusion, puisque le temps du colonel MacGregor est limité. Moi, ce que je voudrais dire, à avoir écouté cette émission vraiment brillante, hein, c'est que tout presque a été dit, et bien dit par les deux invités de ce jour. Donc, je n'ai rien à rajouter pour l'instant. Pour l'instant, je pense que l'essentiel a été dit. Et je ne peux que soutenir les deux orateurs de ce jour pour tout ce qu'ils ont dit, de manière différente, mais complémentaire aussi. Donc, c'est bien. Et pour les Américains qui verront que les Français, certains Français en tout cas, et pas n'importe lesquels, pensent comme eux. Et puis, pour les Français, de voir l'inverse, c'est-à-dire que le colonel MacGregor
dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, qui n'est pas n'importe qui non plus, hein, et que j'ai bien connu aux États-Unis, hein, vient de nous faire un résumé en quelques minutes de la situation vraiment exceptionnelle. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je l'ai déjà dit durant la préparation de l'émission, mais il est crucial pour le public américain et pour nos auditeurs français également de savoir que parce que nous tentons de faire une analyse objective de la situation, nous avons été accusés d'être pro-russes et anti-américains. Certes, personnellement, je suis membre de 5 associations d'amitié franco-russe, c'est vrai, mais je ne suis absolument pas anti-américain et comme l'a dit Karl Brochu au début de l'émission, nous sommes liés aux États-Unis tant par la culture et la géographie et l'histoire. N'oublions pas qu'à la bataille de Yorktown, il y avait plus de combattants français que américains. Oui, j'ai de la famille aux États-Unis. Je pense, et personnellement, je pense que Donald Trump, ce que Donald Trump appelait l'État profond, est le véritable ennemi du peuple américain qui souffre en ce moment, exactement comme les Russes ont souffert de la dictature soviétique. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre Place. Une bonne partie de ma famille, mes sœurs, neveux, petits-neveux, sont des citoyens américains. Près de 40 d'entre eux. Et ils vivent dans différents États, Nevada, Californie, Utah, etc. Donc, que je voudrais dire à mes homologues américains que, bien entendu, je n'ai rien contre le peuple américain, que ce sont les leaders américains qui sont responsables, qui sont coupables, oui, de responsables, et pas le peuple américain. Le peuple américain est manipulé par les médias, exactement comme nous le sommes en Europe. Juste avant que je quitte le SHAPE, le commandement suprême des puissances, j'ai dû faire une brève présentation à un auditoire. À l'époque, il parlait de l'OTAN et de son but, de son avenir, et j'ai déclaré que si l'eau est la plus pure à la source, alors l'Europe est l'origine de notre civilisation. Et à côté de moi, il y avait un officier avec lequel je suis resté très ami. Il s'appelait Philippe Gonzalez. Il a servi à la Légion. J'ai perdu sa trace, mais je suis sûr qu'il a pris sa retraite de la Légion présent. Mais il s'est penché vers moi et m'a dit « Douglas, les Français ne croient pas que vous faites partie de la civilisation occidentale. » J'ai ri, bien sûr, et lui aussi. Puis j'ai dit « Et bien, qu'ils le sachent ou non, ils en font partie. » Et bien sûr, je le crois. Mais je crois aussi que l'OTAN a été préservée après l'effondrement de l'État soviétique afin de prévenir la guerre en Europe. Depuis, nous avons fait l'inverse. Nous l'avons en fait provoqué. Nous l'avons provoqué dans les Balkans 2 fois, d'abord en Bosnie, puis au Kosovo. Et nous avons continué en Ukraine. Cela doit cesser. Mais ça ne s'arrêtera que si nos collègues européens se dressent, mais ça ne s'arrêtera que si nos collègues européens se dressent et exigent que ça cesse. Nous ne pouvons pas le faire ici, au moins pendant 1 an et demi, jusqu'aux prochaines élections. C'est tout. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Au revoir. Au revoir. Merci. Very honored and very pleased to have you here.
commentaire. Nous vous invitons à nous écrire. studio@radioinfoucité.com